Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravi d'être parmi vous. Alors aujourd'hui, donc, je vais enchaîner un peu avec les craintes exprimées par Elias Karak et également ce que vient de dire ma collègue Samia Sharfi. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de l'environnement. Pas dans le sens large, mais je vais m'intéresser aux gaz à effet de serre et leur impact sur l'environnement, donc leur réchauffement climatique. Alors, la première chose par laquelle on va commencer, c'est les craintes partagées. Alors, d'où viennent ces craintes? Il y a des certitudes. Les certitudes, elles viennent du fait que plus il y a de gaz à effet de serre, plus il fait chaud. Ça, tout le monde est partagé. Ça a été repris dans les médias, ça a été repris dans les télévisions. Donc, l'émission de CO2 dans l'atmosphère a doublé, a plutôt augmenté dans l'ordre de 30%. Et c'est énorme. Donc, les recherches sur l'origine, c'est les combustibles fossiles, impliqués dans pas mal de domaines, dont vient de parler tout à l'heure ma collègue. Donc, le problème qui se pose maintenant, c'est une question. Alors, moyennant ces certitudes-là, donc il y a des inquiétudes. Est-ce nous serons soumis à un réchauffement qui va produire une sécheresse, donc une température qui va grimper, la fonte de glace, les tornades. Donc la question tout bête, banale, anodine, c'est quel climat pour demain? Alors quel climat? Bon, bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est le quotidien. Donc le climat pour demain, on s'intéresse, est-ce qu'on va avoir demain tout ce qu'on a aujourd'hui? C'est-à-dire, je vais partir de quelque chose, ce qui est simple, est-ce qu'on va manger des oranges d'ici 2030, 2050? Donc, est-ce qu'on peut se promener, faire des balades, faire des randonnées? Est-ce que ces verdures, ces vergers existent, les palmeries, les oasis, les palmiers? Et enfin, y aura-t-il des pastèques? Bon, j'ai choisi cette forme-là parce que d'ici 2030 ou 2050, on va minimiser le volume pour remplir le plus et par la suite réduire le coût de transport. Bon, alors, le problème ici, c'est qu'il faut agir. Agir, d'accord, mais agir comment? Agir sur quoi? La crainte, c'est simplement quand on ne sait pas, on risque de passer du bon côté au mauvais côté. Donc la meilleure chose, la meilleure méthodologie, c'est de comprendre. Comprendre sur quoi agir, comprendre comment agir. Alors, la première chose que je vais essayer avec vous d'exposer, c'est l'effet de serre. Ce phénomène physique, comment on va l'expliquer? Comment ça s'explique, en quelque sorte? Alors, nous avons tous, donc le soleil émet un rayonnement solaire dont le pic se situe dans la raie jaune. Vous savez très bien que quand on dessine le soleil, la coloration, c'est toujours jaune, tout simplement parce que la longueur d'onde maximale de l'émission du soleil, c'est du jaune. Alors, une fois ça tombe sur le sol, le rayonnement solaire, alors j'ai représenté rouge, ça ne veut pas dire que c'est un rayonnement rouge, c'est un rayonnement infrarouge, on ne le voit pas. Donc, il se situe dans les longueurs d'onde. Tout à l'heure, ma collègue Semia vous a montré le spectre. Elle s'est intéressée au radar et tout ça, mais c'est juste avant, le proche infrarouge et l'infrarouge lointain. Donc, la Terre va émettre, suivant des longueurs d'onde, de longues. Alors, je mets l'atmosphère. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, l'atmosphère va réfléchir. Tout ce que va émettre la Terre, ça chauffe. Ça va continuer à chauffer. Donc, ça chauffe encore. Alors, la question maintenant, comment faire? Il faut comprendre que tout se passe au niveau de la couche de l'atmosphère, donc à peu près dans les 50 km. Bon, ça peut aller jusqu'à 100, mais on va s'intéresser aux 50 km. Alors, juste un exemple simple pour fixer les idées. Sans atmosphère, si j'enlève l'atmosphère, un calcul simple, la température moyenne à la surface de la Terre, c'est moins 18 degrés. Quand on met l'atmosphère, on refait le calcul, la température moyenne est de 15 degrés Celsius. Donc, l'atmosphère est responsable à peu près de 33 degrés.
Donc, chose simple, conclusion simple qu'on peut tirer. Donc, la première conclusion qu'on peut tirer, finalement, l'effet de serre, c'est un phénomène naturel qui est totalement indispensable à la vie sur Terre. Donc, on le présente en tant qu'ennemi, alors que c'est pratiquement notre ami. L'effet de serre, les gaz à effet de serre. Le problème, c'est quoi finalement? Ce n'est pas les gaz, ce n'est pas leur présence. Leur présence est indispensable à la vie sur Terre. Le problème, c'est quand on modifie les proportions de gaz à effet de serre. C'est là que les catastrophes commencent. Bon, je ne dirais pas catastrophes, les inquiétudes. Je ne veux pas vous affouler, il faut rester optimiste. Alors, là, c'est une autre schématisation du rayonnement solaire. Alors, pourquoi je fais ce slide? C'est tout simplement pour dire que les gaz à effet de serre se situent dans une couche très mince. Cette couche mince qui contient, elle contient à peu près elle contient donc les gaz, l'ensemble des gaz. Qu'est-ce qu'il y a comme gaz? Alors, regardez, si je fais la décompte, la comptabilité, les gaz à effet de serre sont le reste de N2 et le reste de l'oxygène. Donc, finalement, il ne reste pas grand-chose. Vous avez 70% de N2 et 20% d'oxygène. Donc, finalement, il ne reste pas grand-chose. Alors, les gaz à effet de serre, c'est quelle proportion? La proportion des gaz à effet de serre, donc ça ne dépasse pas les 1%. Donc, finalement, comme on dit, rien que c'est le 1%, c'est même au-dessous de 1%. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Le plus important gaz à effet de serre, lesquels? Alors, je vais pas. L'origine, d'où ils viennent déjà? L'origine des gaz à effet de serre, c'est un peu toutes les activités humaines. Donc, j'ai mis, ça va de l'allumage du feu forestier jusqu'à pratiquement l'utilisation de la technologie des réfrigérateurs. Donc, vous avez le méthane, les dérivés du carbone, le protoxyde d'azote et le CO2. Tout ça, toute cette proportion qui existe dans l'atmosphère ne représente pas le 1% de la composition de l'atmosphère. Alors, disons, la chose qui caractérise, qui est importante, qui caractérise ces gaz-là, c'est ce que j'appelle le pouvoir radiatif. Alors, le pouvoir radiatif, par exemple, c'est en proportion relative au CO2. Donc, par rapport, si je prends pour CO2, c'est une unité. Le méthane, c'est 32 fois le pouvoir radiatif de CO2. Le protoxyde d'azote, c'est 60 fois. Alors, les CFC, c'est des dérivés de carbone qu'on utilise généralement dans les gaz, dans les réfrigérateurs. Ils présentent à peu près 16 000 fois le pouvoir radiatif, plus que le CO2. Bon, ça, heureusement, on a interdit l'utilisation de ce type de produits depuis vers la fin des années 90. Alors, je vais ensuite parler un peu des activités humaines. Donc, tout est lié à pratiquement l'activité anthropique. Donc, l'activité humaine. Là, vous pouvez voir, c'est un peu suivant chaque domaine. Ça, c'est l'exemple de la France. C'est ce que, du moins, a été fait sérieusement. Donc, alors, on peut trouver que 74%, 10%, les 74%, donc CO2. C'est la raison pour laquelle il faut se concentrer sur la réduction des émissions de gaz carbonique. La proportion est énorme, vu l'activité humaine. Voilà. Alors, ça, c'est pratiquement les principaux gaz à effet de serre. Et on a d'autres, mais des proportions très réduites. Alors, la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, c'est un gaz à effet de serre. C'est le gaz le plus actif dans l'infrarouge. Seulement, c'est un ami. Tout simplement, il séjourne quelques jours dans l'atmosphère et ensuite, il est transformé sous forme de pluie. Le deuxième, CO2. CO2, deux possibilités. Il ne se transforme, il ne disparaissent pas facilement. Il séjourne à peu près entre 50 et 200 ans.
Euh, oui, bon. Je passe. Donc, le CO2, on va se concentrer sur CO2 vu le pouvoir radiatif et vu la durée de séjour dans l'atmosphère. Alors, juste pour vous donner une idée, en 1850, les proportions de CO2, de méthane, de protoxyde d'azote. Donc, vous voyez très bien que des concentrations d'ici 2030, ces concentrations deviennent inquiétantes. Donc, l'effet de serre va s'intensifier. Alors, quel est l'impact? Quel est l'impact? Donc, pour voir l'impact de CO2, on essaie de voir comment évolue la concentration. Alors, vous voyez très bien là, une représentation qui va de 1750 jusqu'à 2100. Alors, on prend les valeurs, on extrapole, et ça, c'est un travail qui a été fait par des centres de recherche dont la crédibilité est indéniable. Donc, c'est des études sérieuses. Qu'est-ce qu'on voit? À partir de 2000, de l'an 2000 jusqu'à 2100, la simulation, qu'est-ce qu'elle donne? Donc, elle donne pratiquement une concentration de CO2 qui est inquiétante. Donc, l'obligation d'agir est, je dirais, imminente. Alors, quel est l'impact sur la température? Là, c'est la température. Bon, dans chaque plan, ça dépend de la latitude. Donc, soit vous êtes sur l'équateur ou vous allez vers le pôle Nord. Donc, ça vous donne une idée sur l'ordre de grandeur de la température, comment plutôt de CO2 et de la température. Deuxième, le second slide. Là, c'est quels sont CO2 qui part dans la nature. Y a-t-il un moyen sur Terre qui est en train de le séquestrer? Oui. Il y a une partie de CO2, la nature fait de sorte que ça se produit. Il y a les arbres donc, qui consomment pour reproduire de l'oxygène. Il y a aussi les océans qui séquestrent, qui stockent CO2. Mais c'est insuffisant. Donc n'ayez pas peur, il y a ceux déjà la nature a fait qu'il y ait un mécanisme qui réduit ces concentrations. Je vais regarder maintenant la température, le réchauffement, l'objet de cette intervention. Alors, la température, donc c'est une simulation qui va jusqu'à 2100. Et on voit très bien qu'à partir de 2000, il y a quand même un accroissement inquiétant de la température. C'est aussi des simulations. C'est des simulations de centres sérieux. Je passerai aussi à un autre, juste pour vous montrer que la certitude est partagée. Ça aussi, le zéro, c'est par rapport. Donc, c'est par rapport à des références de 61 à 90. Donc, c'est le NASA, la NOAA. C'est des études qui ont montré, vous voyez très bien qu'avant 1960, on est un peu au-dessous de la moyenne et ensuite ça a grimpé. Une autre courbe sur l'évolution de la température, mais par rapport à d'autres références, par rapport à une autre comparaison. Ça représente, ça c'est également, alors ces mesures sont, dans la majorité, c'est des mesures satellitaires, donc c'est des mesures précises. Alors, tout ça pour dire que ce n'est pas pour alarmer, ce n'est pas pour être pessimiste, mais tout simplement pour booster les volontés à chercher des alternatives. Alors, là aussi, c'est les conséquences sur le niveau de la mer. Donc, oui, alors, bon, on parle parfois de 2 mètres. 2 mètres, de toute façon, les prévisions scientifiques ne vont pas au-delà de 60 cm. Mais seulement le problème, c'est que les 60 cm sont aussi responsables, ils peuvent être responsables de la transformation totale de la carte géographique. Alors, je passe ensuite le niveau moyen des mers de 1993, ça c'est récent aussi, ça c'est des mesures satellitaires. Alors, juste pour vous donner une idée sur les certitudes, d'où ils viennent ces certitudes-là, c'est des certitudes scientifiques établies par un ensemble avec des comparaisons. Je vais passer rapidement, donc ça c'est le résumé des différentes estimations. Donc on peut retenir donc une hausse de température, une élévation du niveau de la mer,
une concentration de CO2 qui augmente. Alors, maintenant, comment agir? Alors, pour agir, bon, les retombées, on a tous compris quelles sont les retombées sur l'environnement. Alors, l'action maintenant. L'action, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne rien faire. Bon, le résultat est connu. Donc, maîtriser, réduire l'émission de gaz à effet de serre. Première chose à faire. Développer l'efficacité énergétique. Mettre une taxe déjà installée, l'écotaxe, une taxation sur la pollution et sur l'émission de carbone. Donc, si vous êtes près du lycée, ne laissez pas vos parents conduire. Il faut aller à pied. Vous économisez de l'énergie, mais également des gaz, vous réduisez l'émission de CO2. Alors, vous voyez très bien que ce n'est pas seulement à l'échelle de l'individu, ça doit être aussi une action intergouvernementale qui dépasse l'individu, qui dépasse l'État, mais c'est une action internationale. Donc là, on voit les avancées de l'Organisation nationale des Nations Unies. Donc dès qu'on a commencé à comprendre et à concevoir un environnement propice, durable, les conférences ont commencé, donc il va y avoir, ça a démarré depuis les plus sérieux, c'est à 86, ensuite il y a eu Kyoto, Johannesburg, Rio, Cancun, les accords de Durban en Afrique du Sud, la conférence de Varsovie, Lima au Pérou, et là en 2015, c'est une conférence, c'est la 20e conférence, 21e conférence sur le climat en France. Alors, j'ai repris un peu les clauses dans, par exemple, les protocoles de Kyoto. Alors, tout simplement, c'est des engagements qui ne sont pas contraignants pour les États. Et maintenant, on va vers des contraignants aux États. Alors, je passe ensuite la lutte. Donc, une question que je pose relative à ce que je viens de dire. Quelle est l'énergie la moins émettrice de gaz à effet de serre et quelle est la moins polluante? Tout simplement, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. Donc, celle qu'on ne consomme pas, c'est celle qui n'est pas... Donc, le premier message que je lance, c'est qu'effectivement, essayez de ne pas consommer d'énergie. Quand vous sortez de votre chambre, s'assurez que vous avez éteint la lumière. Ne jetez pas les cahiers en fin d'année, vous déchirez les cahiers, vous les jetez devant les lycées. Évitez ça. Pour le recycler, ça consomme de l'énergie. Alors, enfin, donc je vous remercie. J'espère que le message est passé. Ça doit démarrer de l'individu. C'est comme les fleuves, ça commence par une goutte. Et merci de votre attention.